Bienvenue dans cette vidéo où on va parler de Malérion, le dieu des ombres, qui est ironiquement assez mystérieux dans l'âge de Sigmar. Malgré le fait qu'il règne sur Ulgu, le royaume des ombres, on en a moins entendu parler que les Kénites par exemple, qui en sont aussi originaires, mais qui pourtant en contrôlent une toute petite partie. Cela dit, on sait certaines choses sur Malérion, qu'on va justement explorer. De l'âge des mythes à l'âge de Sigmar, où il est déjà apparu brièvement une fois. L'histoire de Malérion dans les royaumes mortels a commencé peu après leur formation et avant l'arrivée de Sigmar. Il s'est éveillé au royaume d'Ulgu sous la forme d'une ombre mouvante. Il ne semblait pas pouvoir garder une forme physique longtemps et n'arrivait plus à se souvenir de son passé. Quelque chose qui le rendait fou de rage. Mais au fur et à mesure du temps, plus sa frustration a augmenté, plus les souvenirs de l'ancien monde revenaient à lui, et plus il se souvenait de ce qu'il était, plus il arrivait à matérialiser sa forme physique. Comme si pour reconstituer son corps, il devait d'abord reconstituer son esprit. Il commença ensuite à explorer les différentes régions d'Ulgu, qu'on appelle aussi les 13 domaines. Il y a découvert de nombreuses créatures étranges, natives de son royaume, mais aucune ne semblait être de son espèce. Malérion a fini par tomber sur une étrange clairière, emplie de démons de l'ombre. Des créatures qui sont mentionnées un peu partout dans l'histoire de l'âge de Sigmar, et qui semblent similaires aux démons des royaumes du chaos. Mais au lieu d'être liés aux puissances de la ruine, ces derniers semblent être liés à l'énergie d'Ulgu et une étrange entre-dimension parallèle aux 8 royaumes qui se nomme la toile umbrale. Ces démons dansaient autour d'une étrange créature, une immense gorgone ailée, que Malérion finit par reconnaître comme sa mère, Morathi. De par leur passé tumultueux et leur grande rivalité, leur réunion fut tout de suite hostile, emplie de reproches et de colère. À ce stade, Malérion était un dieu contrairement à sa mère, et il n'aurait probablement pas fallu grand-chose pour qu'il la tue. Cependant, bien qu'aucun des deux n'arrivait à faire confiance à l'autre, ils étaient chacun pour l'un l'autre les seules choses qu'ils connaissaient dans ces royaumes immenses encore inconnus. Ils ont donc décidé de conclure une trêve précaire et temporaire. Malérion s'est ensuite attelé à conquérir son nouveau royaume, mais il a fini par rencontrer un rival, Be'lakor, le premier prince, qui régnait déjà sur certaines parties d'Ulgu. Un affrontement a alors eu lieu qui s'est conclu par la victoire de Malérion. Et peu après, il a pris le contrôle des 13 domaines. Morathi a d'ailleurs fini par lui demander des terres. Et même s'il a détesté au plus haut point, elle aurait pu lui être utile un jour ou l'autre. Il lui a alors cédé l'un des 13 domaines d'Ulgu, la convergence de Shadrach, qui était par le plus grand des hasards, le domaine le moins habitable. Un autre hasard a d'ailleurs aussi voulu que Be'lakor fonde sa forteresse dans ce même domaine. Peut-être moins un hasard et plus une précaution pour ne pas être directement dans le domaine de Malérion. Un certain temps après, Sigmar finit par le trouver et lui offre une invitation dans son nouveau panthéon. Initialement, il est assez hésitant, mais il finit par apprendre que les seuls elfes mortels dans les royaumes se trouvent à Azir, le royaume des cieux, le domaine de Sigmar. C'est d'ailleurs aussi pour cette raison que Teclis et Tyrion, maintenant les dieux de Ish, le royaume de la lumière, acceptent aussi son invitation, ce qui a sans doute mené à des retrouvailles pour le moins gênantes, dirons-nous. Avec le temps, leur panthéon a fini par se solidifier et ensemble, ils ont apporté un âge d'or de civilisation. Dans ce panthéon, Malérion était révéré comme le dieu absolu d'Ulgu, et sa vénération s'est même étendue au-delà du royaume des ombres. Et ce, par toutes sortes de cultes secrets, mais aussi des mages du domaine des ombres, ou encore toutes sortes d'individus dont la vocation les mène souvent à marcher parmi les ombres, comme les voleurs, des assassins et toutes sortes de criminels. On connaît certains des préceptes de cette religion. L'un d'entre eux est d'honorer et respecter les ombres, car à travers elles, c'est là que Malérion marche. Une autre assez fidèle à sa nature est le savoir et le pouvoir. Cherchez-le, gardez-le, mais surtout, utilisez-le. Un autre est le coup le plus mortel et celui qu'on ne voit pas venir. Et enfin, il existe de nombreux dieux, mais un seul roi dans l'ombre. D'ailleurs, il partage ce titre de roi des ombres avec un autre personnage dans l'ancien monde, l'ancien prince Nagarit aux elfes Alit Anar. Ce qui, au vu de leur ancien passé commun, est assez ironique, je trouve aussi. Par la suite, même si Malérion était heureux de voir que des elfes mortels étaient toujours vivants, il était grandement insatisfait de leur nombre, car aucun elfe vivant n'existait en dehors d'Azir. Mais, dans ses rêves, il entendait des cris déchirants d'âmes elfiques damnées, celle-là même qui avait été dévorée par le prince des excès, Slaanesh, l'un des 4 dieux majeurs du chaos.
Il avait dévoré quasiment toutes les âmes elfiques à la fin des temps de l'Ancien Monde, et s'était caché quelque part pour digérer son festin depuis. Malérion a donc surprenamment décidé de s'allier avec Tyrion, Teclis et Morathi, qui était d'ailleurs celle qui avait le plus de chances de les mener à Sanèche, car elle avait réussi à s'extirper de son ventre avant d'arriver à Ulgu. Durant leur quête, étrangement, Tsinch a décidé de manipuler certains événements pour qu'il trouve plus facilement le prince des excès. Une trahison qui peut paraître étrange, mais elle a été motivée par le fait que Khorne, le dieu du sang, l'éternel rival de Slaanesh, l'a cherché justement pour la tuer de ses propres mains. Sa mort aurait signifié le déséquilibre du grand jeu des puissances de la ruine. C'est pour ça que Tsinch a décidé de contribuer à la livrer aux dieux elfiques pour qu'ils la sauvent en un sens. Les dieux elfiques ont fini par trouver Slaanesh à un endroit qui s'appelle Urgish, un sous-royaume paradoxal situé entre Ish et Ulgu qui mélange deux magies opposées, celle de la lumière et l'ombre. Teclis et Malérion ont justement usé chacun de leur grande maîtrise de la magie pour façonner des chaînes faites à partir de cette magie paradoxale, et ont lié chacune de ces chaînes à différents concepts cosmiques, car c'étaient les seules choses capables d'enchaîner un dieu du chaos majeur. Avec ces âmes, les dieux elfiques ont alors commencé à chacun créer de nouvelles races elfiques. On connaît assez bien celles que Teclis a faites, notamment les Lumnettes, et son premier essai raté entre guillemets, les Idonettes. Et il se trouve que Malérion a lui aussi créé sa propre race elfique. Mais d'une manière similaire aux Idonettes de Teclis, il y a eu quelques soucis. Ses premiers essais étaient considérés comme des échecs et sont décrites comme des créatures monstrueuses qu'il a décidé de cacher dans les geôles de Drushiroth, sa grande capitale à Ulgu. D'ailleurs, en passant, on voit que Malérion est assez nostalgique pour avoir nommé sa capitale en souvenir des anciens Drushi. Mais pour en revenir aux créations de Malekith, ces créatures sont aussi décrites comme des métamorphes, dont l'apparence pourrait même tromper ceux aux regards les plus perçants comme des judicators éternels. Certains se seraient même échappés de la potence de Drushiroth et erreraient dans le royaume d'Ulgu, cachés parmi les mortels. De par leur concept, ils font un peu penser aux légendes chrétiennes des changelins, des créatures démoniaques qui remplaceraient des nouveau-nés. Certes, on a déjà le changelin avec Tsinch, mais là encore une fois, il s'agirait de créatures plus liées à Ulgu, à la même manière que les démons des ombres. Ce qui pourrait être assez intéressant. Je trouve la façon que Malérion a eu de gérer ses premiers échecs bien plus sain que Teclis. Certes, il les a un peu assignés à résidence à Drushiroth, mais de son côté, Teclis a carrément essayé d'exterminer les premiers Idonettes. Donc vraiment, c'est assez étonnant que Malérion soit plus compréhensible envers ses créations. Peut-être parce qu'il sait lui-même mieux que quiconque ce que c'est d'avoir une part d'ombre. Et donc probablement moins prompt à juger. En dehors de ces métamorphes, il y a aussi d'autres peuples d'Ulgu qu'on connaît et qui pourraient être les créations suivantes de Malérion, même si cela n'a pas encore été confirmé. Pour commencer, il y a les elfes de l'Empire de Narkas. C'est le peuple qu'on voit justement dans les cités de Sigmar, qui sont entre guillemets proxy par les figurines des anciens Drushi. L'Empire de Narkas était connu pour sa puissance, dû au fait que chacun de ses chevaliers montait un dragon noir. Ces créatures étaient créées en enchantant des œufs de dragon. À l'âge de Sigmar, cet ordre chevaleresque existe toujours, celui de l'ordre Serpentis. Même si maintenant ces chevaliers ont tendance à monter des sang-froids et capturent aussi activement toutes sortes de créatures reptiliennes. L'ordre de sorcières qui enchantait les œufs de dragon de l'Empire existe aussi toujours, celui des sorcières des couvents noirs, qui se trouve aussi actuellement dans les cités de Sigmar. L'Empire de Narkas était aussi tristement connu comme un empire esclavagiste, et ce malgré l'interdiction de cette pratique par le panthéon de Sigmar. Mais heureusement pour l'Empire, Malérion avait un certain faible pour eux, et cachait leurs exactions. Il lui faisait sans doute beaucoup penser à ses anciens Drushi, même s'il faut l'avouer qu'il n'était pas aussi dégénéré, dirons-nous, il ne vénérait pas le chaos, et n'était pas constamment engagé dans une guerre fratricide. En un sens, ils sont très inspirés des Mélinboéens de la série de livres d'Elric de Mélinboé de Michael Moorcock, qui est une énorme inspiration de Warhammer. Et pour la petite rêve, ça a aussi inspiré les Targaryens de Game of Thrones. En dehors des elfes de l'Empire de Narkat, on a vu aussi d'autres elfes originaires d'Ulgu, les tisseurs d'ombre Saï et les fragments ténébreux,
Des elfes originaires du royaume des ombres qui sont apparus il y a quelque temps dans le jeu de plateau Silver Tower. Les tisseurs de brume sont des mages très puissants du domaine des ombres et sont particulièrement aptes à se mouvoir dans les terres les plus chargées d'illusions d'Ulgu. Les fragments ténébreux, quant à eux, sont de puissants assassins capables de traverser les ombres. Leur pouvoir d'ailleurs est assez similaire, si pas les mêmes, que ceux des rôdeurs de l'ombre Kainite, qui d'ailleurs en termes de design ressemblent à un mélange des tisseurs de brume et des fragments ténébreux. Leur origine pourrait d'ailleurs être la même, mais les rôdeurs de l'ombre Kainite pourraient être la version au service de Morathi, là où les deux autres pourraient être au service de Malérion. On les verra peut-être revenir de nouveau, ou en tout cas quelque chose de similaire, lorsque les fameux elfes de Malérion finiront par arriver dans le wargame, ceux qu'on surnomme les Umbranettes. Quoi qu'il en soit, Malérion a donc créé différentes races durant l'âge des mythes, puis l'âge du chaos a fini par arriver. À la demande de Sigmar, Malérion a accepté avec Teclis d'utiliser de ses pouvoirs pour dissimuler Azir aux yeux des dieux du chaos, ce qui a permis au dieu roi de leur cacher la création des éternels de l'orage. Malérion lui a aussi offert un autre cadeau, le Gladiatorium, une immense arène imbuée d'une puissante magie illusoire qui permet à ceux qui sont à l'intérieur de s'entraîner dans des batailles d'une extrême férocité et d'un réalisme saisissant. Un atout tactique à ne pas sous-estimer, car il permet de transformer des soldats en vétérans sans jamais vraiment risquer inutilement leur vie. Cela dit, ce chaos n'était pas entièrement désintéressé, car Malérion pouvait aussi voir dans le Gladiatorium sans que Sigmar ne le sache. Ce qui lui a d'ailleurs permis de connaître l'existence des éternels de l'orage, qui n'étaient connus que par Sigmar et Grogni. Pendant l'âge du chaos aussi, contrairement aux autres dieux du panthéon de l'ordre, Malérion a réussi à bien défendre le royaume d'Ulgu et est l'un des seuls qui a maintenu un contrôle très fort sur son royaume. Les deux seuls autres royaumes qui ont réussi un exploit similaire sont Azir, le royaume des cieux, et Ish, le royaume de la lumière, ce qui est un gage de sa force et de sa stratégie. À l'âge de Sigmar, maintenant, beaucoup d'adorateurs de Slaanesh errent dans son royaume afin de trouver un passage vers Ulgish pour trouver leur dieu perdu. Mais sans succès jusqu'ici grâce aux défenses de Malérion. Après, depuis la réouverture des portes d'Azir et la contre-attaque des éternels de l'orage, Malérion n'a pas vraiment essayé de reprendre contact avec Sigmar. Cela dit, il est apparu brièvement après la divinisation de Morathi en Morathi Kane, pendant les événements des royaumes brisés, où ils ont une conversation assez intéressante, que je vais d'ailleurs maintenant lire, comme je l'ai fait quelquefois avec d'autres chroniques. Pour apporter un peu plus de contexte, cette conversation se passe après l'ascension de Morathi grâce à son rituel dans le ventre de Slaanesh, après sa conquête d'Anvilgard, et aussi après la défaite de Nagash face à Teclis. Depuis la fenêtre cintrée de ses appartements, Morathi Kane contemplait l'étendue urbaine de Har-Koron avec un étrange mélange d'exaltation et de désespoir. Dernière conquête de son empire âprement disputée était la cité appelée Anvilgard il n'y a pas si longtemps. Elle avait alors un autre souverain, avant qu'elle ne devienne renouvelée. À présent, la ville lui appartenait, une annexe liée à l'Eleflux en Ulgu, et une base de pouvoir au cœur stratégique des terres brûlées du grand Vastaride. Mais par le sang de la sorcière, combien elle haïssait cette cité. Aux abords de la cité portuaire en contrebas, des volutes de brouillard défoliant jaune-vert, vaguement tentaculaires, alors qu'elle effleurait le corps noir-brun de la ville. La puanteur chimique, mêlée à la végétation fanée qu'elle était censée éliminer, associée aux vapeurs sulfureuses de la côte des vents brûlants. Tout cela dégageait un parfum évoquant des ordures laissées à pourrir en plein soleil. Avant son apothéose, chaque effluve nauséabonde lui démangeait la peau, irritait les coins de ses yeux et la rendait encore plus irritable qu'elle ne l'était déjà en présence d'imbéciles. De telles préoccupations mortelles étaient désormais loin derrière elle. Mais cela offensait néanmoins son sens de la bienséance. Har-Koron était là une tanière indigne pour une déesse, mais une déclaration de puissance, et cela suffisait pour l'instant. Des cris stridents dans la ville lui parvenaient, portés par l'air du soir. Au moins l'endroit n'était jamais ennuyeux. Elle se détourna de la fenêtre, l'ombre de sa chevelure serpentine s'allongeant sur le mur d'albâtre. Elle se mouvait et se tordait d'elle-même, mais cela ne la troubla pas. C'était loin d'être inhabituel lorsque sa forme de reine de l'ombre était en torpeur. Ce ne fut que lorsque le nid de serpent se mua en une grande couronne métallique que l'ombre s'allongea pour devenir celle d'un homme élancé, d'une taille impossible aux yeux noirs d'huile.
et tout à coup son attitude changea. Je me demandais quand tu aurais le courage de rendre visite à ta mère. Comme tu as grandi, répondit une voix creuse. Un sourire tranchant se dessinait dans l'ombre royale sur le mur. Toutes mes félicitations, Cela change agréablement de ton mépris. répliqua Moratti Kane. Elle détourna le regard pour masquer ses émotions bouillonnantes, se versant une coupe de sang épicé depuis une carafe à décanter en verre d'Akshi. Les choses vont changer, aussi bien en Ulgu qu'en Akshi, mon rejeton. Et pourtant, même avec ta divinité tant convoitée, tu t'accroches à tes habitudes mortelles. Il faut savoir prendre plaisir là où on le peut, en ces temps de tourmente. Nul d'autre que ta chambre ait vu sa part de tourment récemment. Moratti Kane fendit l'air d'un doigt aux ongles acérés et l'un des doigts de l'ombre royale se détacha, virant au gris avant de s'évanouir. Le rectus de l'ombre se mua en un grognement furieux, ses yeux flamboyants de langue de feu blanc. Le temps où tu pouvais me parler ainsi est révolu. Déclara Moratti en sirotant sa coupe. Sois heureux que ce ne soit qu'un doigt que je prenne, en guise de châtiment. Il y aura un prix à payer, répliqua la figure feignant l'indifférence. Pour cette offense et pour tes dernières présomptions, l'ombre royale se transforma en une créature de lame, les flammes violettes brûlant à leur pointe. Comment crois-tu que le barbare réagira à ton coup d'état flagrant? Il ne fera rien d'autre que gronder et grincer des dents. Il est bien trop prudent pour risquer une des rares alliances qui lui restent. L'immortalité a appris à Sigmar Hamburgen un peu de perspective, et il a sa victoire sur Nagash, même si ce n'est que par procuration. Même avec la malédiction nadirite en recul, il sait très bien que pour chaque ville qu'il bâtit, une autre tombera. Au moins Envilgarde est tombée entre les mains de quelqu'un qui veillera à ce qu'elle tienne encore. Délire, dit l'ombre. Les siens brûlent d'une rage féroce, tout comme nous, car ils en connaissent la puissance. Une tempête d'ombre naquit autour du crâne de l'âme de l'apparition, de minuscules tours s'effondrant dans des éclairs de lumière en contrebas. Ils ne peuvent la refouler sans un sage conseiller. Et qui conseille le dieu des tempêtes? Maintenant, dans son précieux gladiatorium, ces légions de benets s'exercent à la guerre contre des simulacres à l'image de tes filles. Qui sait ces choses mieux que toi, roi des voyeurs? Tu parles de punition, dit l'ombre en secouant sa tête couronnée, tandis que sa forme de lame revenait à son aspect royal. Tu parles de justice, de conséquences, alors que ta soif de pouvoir met en péril tout ce pourquoi nous avons combattu. Le prince noir se débat contre ses chaînes, et son essence, d'une manière ou d'une autre, s'échappe. La silhouette pointa un poing vers elle, une goutte de sang noir poisseux coulant le long du mur depuis sa main blessée. Un résultat direct de ton ambition. Tu risques la pire des catastrophes uniquement pour satisfaire ton désir égoïste. Moratti Kane s'approcha, étala le sang d'ombre du doigt sur le sien, puis le porta à ses lèvres. Comme toujours, la fin justifie les moyens. Un coup fut frappé à la porte de la chambre, discret mais distinct. Son ambassadrice à Hammerhall, l'élégante Selenti Lirxis, apparut à moitié dissimulée dans le vestibule. « Madame, les rebelles, silence !» cria Moratti Kane, lançant sa coupe à la messagère sans même la regarder. Elle frappa Selenti en pleine poitrine, et l'ambassadrice recula avec un sifflement terrifié. « Silence !» répéta la déesse cette fois d'une voix douce et soyeuse. « Je passe du temps avec mon fils. » Quel sens du gouvernement remarquable, comme toujours, dit le roi des ombres. Mieux vaut être crainte qu'aimé. Tu écoutes donc enfin? Si seulement tu prêtais l'oreille à tes propres leçons, dit l'ombre. Tu ne peux maintenir tes alliés ivres du miel de ta voix. Avec l'œuvre du Nécarien annulée, le regard de Sigmar se tournera vers toi. J'ai des plans pour l'en détourner. Et puis je crains qu'il n'ait trop à faire s'il veut rétablir l'ordre, maintenant que Cher Alariel entre en jeu. Même en Ulgu, tu dois sentir les royaumes frémir d'inquiétude. Ils seront soumis, mais les jumeaux, enhardis par la victoire de la lumière sur la mort, prennent de l'assurance. L'aveugle teste mes frontières à cette heure même. Par procuration, tout au plus. Pour l'instant, dit l'ombre, les Ishiens sont des chercheurs, toujours à sonder, toujours à faire briller leur lumière là où elle n'est pas la bienvenue. Si les seigneurs de l'illumination trouvent un passage stable vers Catarsia avant que nous n'ayons le contrôle total, le voile se déchirera et toute notre notion de suprématie sera menacée. Teclis prépare déjà le terrain. Derrière ses illusions d'altruisme, il sait que c'est la seule voie. Moratti Kane sourit mais sans joie. Il a raison, on n'envoie pas un enfant tuer un dragon. Et tous ceux qui vivent dans l'ombre du dieu mage ne méprisent pas la manière dont nous œuvrons. Le soleil Ishien perça un instant le brouillard à l'extérieur de la fenêtre. Un rayon de lumière s'infiltra, se réclamant pour former une plus petite silhouette sur le mur. Mince, vêtue d'armure et de robe, coiffée d'un casque haut à la manière des Vanari.
Le roi des ombres fit danser sa main non blessée au-dessus, et la silhouette s'anima comme le rythme d'une musique. Le rêve est contagieux, dit Malérion. Sous la bonne lumière, il passe du noir au gris, puis au blanc. Et grâce à la vivacité d'esprit de mes agents en Shaïch, j'ai justement l'offrande qu'il me faut pour ouvrir les négociations. Le roi des ombres brandit un immense masque, royal et lumineux, encadré de cornes tordues et à l'image d'un long corne immétricain. Une poussière lumineuse tombait du fragment. Ah, mon petit oiseau voleur. Dit Moratikane en regardant le roi des ombres avec une véritable affection. Même sous des siècles de froide haine, je peux encore trouver les braises de mon amour pour toi. Mais hélas, je dois écourter cela. J'ai entendu, ricana l'ombre. Les humains se révoltent. Ne change jamais, mon cher. Dit la déesse en levant les yeux au ciel, tout en se détournant. Elle sourit malgré tout, soudain mélancolique, alors que son humeur s'éclaircissait à nouveau. Il y avait du sang à verser. J'ai trouvé cette chronique de la ruine assez intéressante. On voit toutes les dissensions qu'il commence à y avoir entre les anciens membres du Panthéon, et on voit aussi que Malérion déplace des pièces dans l'ombre. Il semble chercher à rétablir une sorte d'alliance avec les dieux elfiques, car il redoute le fait qu'il pourrait trouver un passage vers la fosse de Catarsia. Il s'agit d'une ancienne cité de la nation Dimitrica à Ish, qui a été complètement détruite lors de l'Okari Dara, la chute des Spires, l'événement cataclysmique où les anciens elfes de Ish ont failli s'autodétruire avec de puissantes armes de destruction massive. L'arme qui a détruit l'ancienne cité de Catarsia a été assez particulière car elle a créé une blessure dans Ish qui est devenue un passage assez instable vers le royaume des ombres, Ulgu. Il est donc possible qu'un conflit éclate entre les elfes d'Ulgu et de Ish, mais il y a aussi de grandes chances qu'ils arrivent à un accord mutuel. Car Malérion semble avoir mis la main sur un artefact qui pourrait peut-être les intéresser, même si on ne sait pas encore exactement ce que c'est. Les dieux elfiques ont aussi un grand intérêt à ne pas entrer en conflit du fait que, ensemble, ils protègent la prison de Svenech. Entrer en guerre pourrait lui offrir une ouverture pour s'échapper. Voilà donc pour les parties intéressantes qu'on connaît sur Malérion. J'espère que vous aurez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas à me dire celle que vous avez le plus aimé et si ça vous a inspiré des théories. Aussi, si vous appréciez ce que j'ai fait, n'hésitez pas à liker, vous abonner et cliquer sur la cloche. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et merci infiniment aux membres et tipeurs qui soutiennent la chaîne. Et à la prochaine!